Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Sans Limite où on parle de sport d'endurance, de triathlon et de tout ce qui s'y rapporte. On met vraiment beaucoup d'énergie pour vous proposer ces épisodes et en échange, la seule chose qu'on vous demande et qui ne vous coûte absolument rien est de nous laisser une petite note 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter et un petit commentaire sympa. C'est pas grand chose pour vous, mais pour nous ça nous aide énormément à faire connaître le podcast et donc à le développer pour vous proposer davantage de contenu par la suite. Allez, merci par avance et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Seb, comment ça va? Ça va et toi amigo? Comment tu vas? Au top, au top. Écoute, ça fait super plaisir de te parler. Là, deuxième essai. Allez, pour les gens qui nous écoutent, on a voulu vous le faire avant. On a eu des petits problèmes de connexion, mais là, tout est réglé et ça va envoyer du lourd. Comment ça va toi depuis la dernière fois? J'ai disparu quelques semaines. Ouais, tu as disparu. Tu nous raconteras ton petit périple aux États-Unis. De mon côté, ça va. La date fatidique approche. Ouais. Tu connais autant que moi cette fin de gestion de préparation où le travail est fait, où on a l'impression que tout nous tombe dessus. Le mental commence à saturer un peu, pas au niveau des séances, mais en fait au niveau de l'ambition, au niveau de la projection, au niveau de tous les détails que tu ne dois auxquels plus penser, mais en fait l'humain est fait pour commencer à se demander si le CD il va bien, si ça va bien, si la gestion elle est bien, et cette pollution mentale qui te fatigue plus qu'autre chose, donc on en est dedans. Bon, bah je suis en plein dedans. Trop bien. Et du coup, c'est quoi? Si je me trompe pas, c'est dans 2 semaines ta course, c'est ça? C'est dans 10 jours, exactement. Dans 10 jours, ok. Je pensais que ça avait encore le week-end. Alors, du coup, là, est-ce que tu es déjà dans un peu l'affûtage ou tu pousses encore pas mal en ce moment? J'ai fait mon dernier double seuil aujourd'hui. Le week-end dernier, j'ai eu la très grosse simulation, 180 km, 15K derrière, où, pour une fois, j'ai une vraie simulation. On a eu une tempête de vent au Maroc, 30 km/h, 50 mètres de rafale. Bon, c'est pas avec du vallonné, mais le bon truc comme à Lanzarote où tu es crispé pendant 175 km. Donc ça, c'est fait. Je suis très content de l'avoir fait. Tu sais, c'est le genre de sortie, normalement, quand tu regardes les arbres, tu te dis « Oh, je vais le faire en intérieur. » Nous, on a l'habitude. Je vais le faire en intérieur. Je vais pas sortir. Je vais pas prendre le risque. Là, du coup, je me suis dit « Bon, peut-être que c'est la bonne simulation à faire. » Mais ouais, ça y est, à partir de aujourd'hui, c'était le dernier jour de grosse intensité. J'ai une resimulation plus courte, 120 km et bon, 22 bornes quand même, vendredi. Et après, voilà, mardi, j'ai un petit rappel, 60 bornes, 7 bornes. Et après, c'est voilà, du tout doux, tout easy, jusqu'à samedi. Bon, trop bien. Et tu pars quand là-bas à Lanzarote, toi? Mardi soir. Ouais, je pars mardi soir. Je fais la dernière simulation mardi. Je pars mardi soir. Bon, c'est en face, nous, les Canaries, côté, donc j'ai 1 heure de vol. Ouais, donc ça c'est cool. Pour une fois, pas de fuseau horaire, pas de décalage. Ça va être agréable, je pense. Et j'arrive là-bas mardi soir un peu tard. Bon, 3 jours sur place pour chiller et découvrir juste au moins le parcours un peu. Ouais. Je l'ai fait il y a 3 ans avec le stage Picala. C'était sympa, mais là du coup je l'ai plus trop en tête. Et samedi la course. Bon, bah écoute, tu le sens comment du coup la prépa, elle a quand même, enfin de ce que j'en vois sur Strava, de ce que tu m'en dis, elle s'est bien passée. Ça a l'air, enfin en tout cas au niveau des séances que tu passes, de mon point de vue, ça s'est super bien passé. Et toi, tu te sens comment? Non, je me sens bien. Les datas sont bonnes. Bon, alors on va oublier les datas parce que c'est très bien les datas et le coach te rassure avec ça. Donc les datas sont meilleures qu'avant. Donc ça, c'est top. Non, le ressenti est bon. Le ressenti est bon. On va dire que l'effort, l'effort qui va être l'intention de l'effort que je vais mettre sur la course, elle est bien encaissée pendant l'effort. Donc c'est vrai, voilà, je me vois supporter facilement facilement entre guillemets. Ouais. Mais on est préparé pour ça, donc pour préparer cet effort le jour J, si tout se passe bien, normalement il y aura pas de souci. Bon, trop bien, trop bien. Et l'objectif pour toi, c'est Kona, clairement, j'imagine. C'est choper le slot là. Ouais.
Ouais, c'est de choper le slot. Bon, Bon, et à Lanzarote, on va pas regarder le temps parce que c'est ouais, pas un temps de référence c'est pas comme on a l'habitude significatif. Ouais, de ouais, faire. ouais, ouais. Mais donc c'est le slot qu'on a. Et quand même, ça nous fait ça fait 9h, entre 9h20 et 9h35. Ah, c'est quand même pas par rapport au D+ qu'il y a, par rapport au vent que tu as, finalement, c'est pas non plus une différence énorme par rapport à un parcours qui est plus rapide, hein. Ouais, c'est 30 minutes, un Ouais, bon 30 minutes, un ouais, bon ouais, ouais. 30-35 minutes. Bon, C'est bah, pas aussi énorme comme ça. ouais, non, c'est clair. Bah, j'écoute, j'espère que les conditions elles seront bonnes, que ça sera pas vraiment à la fois le vent de bâtard et un cagnard de ouf, que ça sera quand même gérable. Mais en tout cas, ouais, on va suivre ça et j'espère que ça va le faire parce que ça serait cool quand même qu'on soit à Kona ensemble. Ça serait Ah vraiment bien. ouais, parce que j'ai du mal à me projeter sur, donc je veux pas me projeter, mais j'ai du mal à me projeter à faire un autre full si j'ai pas le slot là. Là pour Ouais, le moment, tu vois, je l'ai pas mis, j'ai pas fait une roue de secours encore. ouais. J'ai pas Bah, du tout. en fait, le problème aussi maintenant, c'est que bah, les foules, ils sont. Enfin, il y en a de moins en moins où tu peux prendre un dossard. C'est la folie, quoi. Il faut aller. Ouais. En Europe, je crois que c'est mort. Il faut aller assez loin. Euh, Tu vas avoir des Mmh. trucs encore. Bah, je crois que comme j'avais fait, tu vois, genre le Maryland ou des trucs comme ça. Et c'est super proche de Kona. Et puis en vrai, je suis même pas sûr que ça qualifie pour Kona. Je pense que le cut-off, il est avant. Donc, c'est vrai que c'est pas. T'as pas énormément d'options, quoi. Ouais, bah en fait pour Kona, je crois que c'est fin août. Fin août, ouais, ouais. Après fin août, il y a plus rien. Et je crois que là, ouais, c'est essentiellement la saison européenne. Ouais. Donc là, tu as la rigueur, t'as Kalmar où je crois qu'il reste peut-être des places, il est pas sold out encore. Ah, je crois qu'il est Mais sold out. Je crois que c'est ah ouais, parti. Ah ouais, ouais, c'est la folie. ouais parce C'est- que chaque année, il y a de meilleurs temps chaque année, donc il est prisé maintenant. C'est vrai qu'il est prisé maintenant. Bah, de toute façon, t'en auras pas besoin, mais bon, Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a pas de seconde option. c'est All clair. in. Et pour au niveau du vélo, bon, je sais qu'on en a parlé un petit peu, mais t'étais parti sur le Giant à un moment, et là, t'es retourné sur. Moi, je le comprends naturellement sur le Canyon. Il y a pas mieux que le Canyon, mais tu veux en dire deux mots ou parce que je sais que c'est un vélo que moi j'avais Ouais, un peu regardé, qui c'est est cool ah, c'est cool que tu l'aies testé, tu vois, pour voir un peu ton feedback sur ça. ben, on en avait parlé quand on l'avait vu, et c'est vrai que c'est une très belle monture qui est léger. Alors vraiment alors le Canyon, on sait que c'est pas le vélo le plus léger, et là pour le coup, quand tu chopes le Giant entre les mains, alors je vais exagérer, t'as l'impression d'avoir un vélo de route, mais comparé au Canyon, tu te dis putain j'ai un vélo de route entre les mains. Ouais, Vraiment c'est surprenant. Et j'ai fait 2 mois et demi de prépa quand même avec. ouais, ouais. Pour changer, il y a 15 jours. Donc ce que tout le monde te dirait de ne pas faire, mais quand l'hiver est un peu sorti et qu'on est sorti de la Pen Cave, j'ai fait pas mal de sorties montagne. Et bon, j'avais pas eu la chance d'avoir du vent, mais du coup, là où je sortais, il y avait beaucoup de voitures. Ouais, Et sur une des sorties, ce jour-là, il y avait du vent. Et bon, alors sûrement parce que pas encore habitué, mais le vélo était intenable. Ça ouais, veut dire que j'ai passé, de toute façon, c'est un des parcours qu'on avait fait ensemble à Marrakech. ouais. J'ai passé toutes mes descentes assis sur le vélo, à le tenir, à essayer de le contrôler. Impossible de me mettre sur les aérobars parce que le contre-coup de la super nervosité, c'est que dès que j'avais des camions qui passaient ou dès que je passais dans des zones où il y avait des rafales, j'arrivais pas à tenir le vélo entre les mains sur les aérobars. Hmm. Donc peut-être que un hidden avec le temps, ou en tout cas peut-être qu'avec plus de temps, j'aurais eu la capacité de maîtriser ce vélo-là, mais à court terme, c'était impossible. Et bon, le but quand même d'un triathlon, c'est d'être le plus aéro, le plus longtemps. Et Ouais. si je passe 40% des descentes assis, bah ça servait à rien. Hmm, hmm, hmm. Après, je suis quand même allé sur l'IA où, après ce ressenti-là, j'ai posé un prompt en expliquant le pourquoi du comment des réactions du vélo, ce que j'avais, la différence avec le Canyon quand j'étais dessus et tout ça. Et apparemment, c'est quand même reconnu que le Giant est hyper nerveux
qu'il est pas aussi bien équilibré que le Canyon. Et c'est vrai qu'on aura toujours remarqué ce truc, c'est que le Canyon, il est hyper équilibré. Ouais. C'est du 50-50. Donc en fait, le vélo, et avec ses gros vents, il bouge pas. Il est vraiment posé et qui n'est pas du tout la même physionomie de vélo et que le Giant a. Et du coup, c'était quelque chose d'assez reconnu dans le milieu. Du coup, c'est pour ça qu'il est utilisé beaucoup sur les très courtes distances Ouais. en mode time trial. Ok. Et pas sur le longue distance. Bon, c'est vrai qu'à part Eden, il y a personne d'autre qu'un Giant sur le longue distance. Je crois En tout pas. cas en pro. Ouais. Et donc bon, je suis repassé sur le Canyon et j'ai fait cette sortie avec le vent où j'ai passé 5 heures sur les aérobars sans bouger. Certes, le vélo est un peu plus lourd à la montée, mais je serai au moins sur les aérobars tout le long. Donc c'est mon ressenti. C'est mon ressenti, mais voilà, si au bout d'un moment on n'est pas à l'aise sur le vélo, qu'on n'arrive pas à rester sur les aérobars, ça sert à rien de faire un triathlon de longue distance avec. Non, c'est clair, il faut que tu sois à l'aise et surtout dans un parcours comme Lanzarote, c'est indispensable, je pense, comme tu dis, tu vois, tu veux pas perdre je sais pas combien de temps parce qu'en fait tu t'es pas à l'aise et du coup tu sors de ta position et même pour le contrôler, tu vois, dans les descentes, c'est vrai que c'est différent. Moi, je t'avais posé la question parce qu'en fait au Texas, j'ai roulé à un moment avec un mec devant moi qui avait ce vélo-là. Et du coup, moi, j'ai bien vu la construction. Et c'est vrai que les haubans derrière, même devant en fait, mais du coup, je voyais plus derrière, ils étaient assez impressionnants, enfin très larges, beaucoup plus que le Canyon. Et du coup, comme c'est un peu la géométrie vers laquelle on se dirige maintenant et que ça a l'air d'être la géométrie qui est la plus aéro et que le mec il en voyait bien. Du coup, je me suis dit, je t'avais posé la question. C'est vrai que tu m'avais un petit peu expliqué ça. C'est vrai que j'avais parlé aussi avec Chris, donc un gars qui fait tous les tests en vélodrome que Surpass font. Il m'avait expliqué un petit peu aussi par rapport au vélo où c'était un truc super aéro, très léger aussi. Et effectivement, après, il peut y avoir ce genre de choses-là qui, en fait, ça n'a rien à voir avec le côté aéro ou pas. C'est juste une question de maniabilité du truc. Est-ce qu'il est bien posé ou pas? Est-ce qu'il prend plus le vent ou pas? D'ailleurs, le Canyon, je trouve qu'il est bien large quand même. Donc normalement, il devrait prendre plus le vent, mais c'est vrai qu'il est ultra stable aussi. Donc il a été bien pensé, et ça se compense bien, quoi. À Lanzarote, t'as le droit à la roue pleine à l'arrière ou pas? Je sais plus ça. Ouais, t'as le droit à celle-là. Ouais. Okay. T'as le droit. Il y a que Kona où il y a pas le droit. Ouais, parce que là j'ai un mec qui m'a écrit tout à l'heure sur Insta parce que je vais à Aix demain pour le 73. Je suis pas là sans faire la course, juste avec Pirène. Et donc le gars me disait si jamais tu le fais cette année, on a le droit à la roue, à la lenticulaire derrière. Et normalement c'était une des courses où tu n'y avais pas le droit aussi, que je trouve un peu chelou, mais c'est un peu. J'espère qu'à Kona ils y viendront aussi, parce que tu sais quand tu regardes les roues comme ça avec les 180 mm c'est quasiment pareil maintenant. C'est la même chose, en vrai, c'est la même chose. Et sauf si tu pèses, je sais pas, 40 kilos, tu vas quand même pas décoller avec les rafales qu'il y a là-bas, tu vois. Non, mais ça me paraît bizarre, quoi. Mais bon, je pars pas pour prendre la lenticulaire. Je pense que la sortie que j'ai fait, c'est mon dernier questionnement. Ouais. Vraiment, mais la sortie que j'ai fait là, j'avais les roues Cadex avec les doubles bâtons et j'étais super à l'aise quand même avec. Ça avance très bien, ça coupe le vent aussi. Certes, c'est peut-être un peu moins aéro, mais il y a quand même cette stabilité qui est là. Donc c'est vraiment mon dernier questionnement. Est-ce que je prends les deux et je verrai le jour J ou non? Après, la lenticulaire est un peu plus lourde. Sur le vent, est-ce que ça va créer aussi le fait, tu vois, un peu de crispation supplémentaire, un peu plus lourd, donc un peu plus de poids, sachant que ça aussi, c'est une stratégie. J'ai du mal à... Je suis toujours parti full en bidon. Ouais. Là-bas, avec 2500 mètres de dénivelé, tu dis est-ce que je pars full en bidon? Oui, non. Je n'ai pas assez travaillé la concentration du bidon
pour dire je pars avec un bidon concentré, je bois un peu, je rajoute de l'eau. Ça, c'est quelque chose que moi, je ne sais pas faire. Il y a des gens qui arrivent très bien à le faire. Moi, je préfère partir avec full bidon et les jeter au fur et à mesure et prendre de l'eau et tout. Mais donc les 4 bidons, ça fait 3 litres. 3 litres tout de suite. La roue qui est un peu plus lourde, même si c'est 200-300 grammes. Donc tout ce que je vais rajouter sur les premières montées, je vais devoir me le taper. Moi, je pèse pas 62 kilos non plus. Donc, d'accord. Je suis un mec qui est quand même assez costaud. Donc tout ça, ça va faire un vélo à un bon 88 kilos. Voilà, les longues montées, faut se les taper. Je vais devoir envoyer du watt. Donc, c'est mes derniers questionnements que je dois résoudre. Mais dans ma tête, je me disais, bon, est-ce que je prends la lenticulaire ou non? Et je suis bien parti pour pas la prendre. Pour rester sur ce setup-là et pas me poser de questions. Ouais, bien sûr. Bah, ça, il faut que moi, je dirais, prends les deux, fais un test là-bas avec Essent, tu vois. C'est ça. Si t'es à l'aise, tu trouves pas que c'est trop lourd, c'est difficile. Moi, je pense que je l'aurais prise, mais c'est juste parce que voilà, je suis pas nécessairement. Je pense que c'est important pour les photos déjà, pour commencer. et en plus de ça, ouais, je suis pas sûr, tu vois, comme tu dis, on emporte tellement de trucs. Moi, c'est pareil que toi, j'aime bien tout avoir et les seuls trucs que je prends, c'est de l'eau, mais juste pour me rafraîchir, tu vois, et en avoir un peu. Mais c'est pas. Ouais, c'est quelques grammes en plus, c'est sûr. Après, il y a aussi le fait qu'elle est probablement plus rigide que la roue arrière. Exact. Et ça peut être différent aussi, la sensation sur les montées. Donc, c'est vraiment super perso. Je pense que tu vas rien perdre en vrai comme temps si tu prends pas la lenticulaire. Il y a tellement de montées, c'est tellement pas un parcours où tu as vraiment du plat, tu vois. Et si tu perds un peu, ça sera vraiment parce que tu as un vent favorable sur une portion plate qui te pousse un peu sur la roue et qui te fait avancer légèrement plus vite. Mais tu vas pas gagner 10 minutes avec la lenticulaire, ça c'est sûr. Ça, c'est clair. Parce que bon, la lenticulaire, on sait qu'elle est intéressante au-dessus de 35 km/h. Les montées, on est loin de ça, hein. Donc je vais pas y être dedans. Donc est-ce que le rapport poids-puissance gain de temps, comme tu dis, est intéressant? J'y crois pas trop. Ouais, non, je pense que en vrai, ça serait pas un mauvais choix si tu prenais que les bâtons. Ça aurait du sens, quoi. Clairement. Bon, bah écoute, on verra sur les photos. On verra. Non, les photos, elles sont belles aussi avec elles sont deux pas bâtons mal. comme ça. Elles sont stylées, les câbles. Elles sont pas mal aussi, hein. C'est clair. Et tu citais Pirenne. Je vais faire la course 100% avec Pirenne. Trop bien. Bah déjà, ça c'est un plus. T'as forcément un avantage sur les autres, mais par rapport à ce que tu disais là sur la concentration des bidons, moi sur on pourra en parler après, mais du coup. Comme la sucrosité, elle est pas énorme, j'arrive à bien les mettre nature finalement, sans dilution, sur les 2 bidons en triangle que j'ai devant, sur les prolongateurs. Bah, en fait, je sais que les premiers 90K, je dois siphonner le premier bidon. Après, je les inverse. Le deuxième, je dois siphonner le deuxième bidon. Et en fait, ça me fait vraiment la nutrition sans même devoir y penser. Tu vois, c'est vraiment et ça passe très très bien. Et ouais, vas-y. Et qu'est-ce que tu fais? Tu prends un sweep de sucre de bidon concentré et tout de suite tu prends un zip d'eau derrière ou un truc comme ça ou même pas? Pas nécessairement, en fait. Ça dépend si en fait je prends pas quelque chose derrière pour me rincer parce que le goût c'est pas comme bon, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est pas comme, tu vois, quand je prenais des précisions où en fait le goût il est très fort en bouche, tu vois. Même le Morten, le goût tu veux pas le garder en bouche, donc et peut-être ça te fait une bouche pâteuse un petit peu. Donc là clairement je prenais du liquide pour me rincer. Là c'est plus je me suis rendu compte en fait qu'au début j'en prends relativement peu. Et plus ça avance, bah forcément, plus t'es déshydraté, plus t'as soif, enfin même sans te déshydrater, plus t'as juste envie de boire, tu vois, et d'avoir quelque chose. Et donc là, j'ai plus tendance à en prendre dans la deuxième partie. Et en fait, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir ces 2 bidons là.
Et derrière, j'ai 2 bidons, donc les grands, avec de l'eau et 2 doses d'électrolytes dans chacun. Et en fait, ça va être, tu vois, soit ça, soit l'eau que j'ai récupérée sur un ravito, que je mets dans la gourde aéro devant. Ça va tourner un petit peu, quoi. Mais l'avantage, en tout cas, je trouve, c'est que il n'y a pas nécessairement besoin de diluer. Et du coup, si tu vises, moi, ce que je visais, c'était 100 grammes à 105, 110, ça dépend par heure. Bah, ça tombe relativement bien par rapport à la contenance d'un bidon et par rapport à la contenance aussi, tu sais, des bidons, des gels, Pyrène. Et pour la concentration, en fait, pour le même volume, tu auras beaucoup plus de concentration en carbs dans le gel que dans le drink mix, qui lui, en fait, c'est la même base. C'est juste que le produit sera moins concentré. Et si tu veux le concentrer pareil que le gel, il va commencer à être un peu plus difficile à diluer, quoi. Mais ouais, non, c'est comme toi aussi, tu vois, t'es à l'aise forcément par rapport à ce que tu t'es entraîné à faire. Et je pense que l'important, c'est ne pas changer. Il faut vraiment que tu fasses comme tu t'es entraîné. Oui, non, c'est sûr, c'est pas maintenant qu'on va changer, ça c'est clair et net, c'est pas maintenant qu'on va changer. Non, bah écoute, là déjà tu pars avec un sérieux avantage. Donc c'est cool. C'est pas pour leur faire de la pub, mais tu sais, quand je t'avais appelé, il y a 1 mois et demi ou 2 mois de ça, je t'avais dit j'avais fait une sortie qu'avec eux. Ouais. Une sortie qu'avec à vélo, je crois que j'avais fait 140 ou 150 bornes. J'avais couru derrière, j'avais pas couru avec les gels, je les ai reçus après. Mais c'est vrai que il y a pas, alors j'ai pas eu un moment de dégoût ou de saturation sur le vélo avec Pyrène, et je chargeais à quoi? Je crois que j'avais mis 75 grammes. Non, j'avais fait 2 bidons de 75 et 2 bidons de 100. Okay. Donc ça, pour moi, ça chargeait vraiment pas mal parce que c'était la première fois que je faisais 100. C'était un gros week-end où j'avais beaucoup d'enchaînements et c'était vraiment super bien passé. Ouais. Et j'avais pas senti de baisse de forme. Je t'avais appelé, je t'avais dit, j'avais fait une grosse commande si tu as un code, partage-moi, je vais faire une grosse commande, parce que vraiment le résultat derrière, où j'avais senti que d'un week-end à un autre avec la nutrition avait amené son plus. Donc c'est pas pour leur faire de la pub, mais il faut le dire, quand un produit est bon, et c'est vrai qu'il est bon en termes de goût, il est agréable. Donc c'était une bonne découverte. Vraiment. Bon, bah écoute, c'est génial. Moi, c'est vrai que c'est la première fois finalement que, enfin, en tout cas, je pense que la première fois où j'ai fait un full exclusivement avec cette nutrition-là, où j'ai réussi à prendre la nutrition du début à la fin comme je l'avais planifié, parce qu'au final, j'ai jamais été malade à cause de la nutrition, mais j'arrivais plus à la prendre parce qu'en fait, le goût, ça passait plus, quoi. Saturé. C'est pas que ça me faisait pas vomir ou quoi, truc, mais c'est juste que l'idée de prendre le truc, ça devenait dur. Et du coup, bah, tu le prenais pas, quoi, tout simplement. Donc, bon, allez, assez de pub. On va mettre un petit code promo, hein, Be Iron, comme d'habitude. N'hésitez pas, 15%. Mais bon, il faut. Bon, bah, génial, en tout cas, c'est top. Et hâte de voir ça, et hâte de voir prendre ton slot. Ça va vraiment être cool. Ça va être génial. Yes. Bon, et toi, parce que là on a parlé de moi, mais toi tu as eu une course et tu as profité un peu des States. Ouais. Donc raconte-nous. Non, bah franchement, c'est typiquement le genre de truc que j'adore, où on mélange en fait une course avec le côté plus découvrir des endroits, passer un moment dans des cadres qui sont assez ouf. Les Woodlands, tu connais. D'ailleurs, il faut qu'on parle. Ouais. Est-ce que tu y vas ou pas l'année prochaine? On garde ça pour un peu plus tard. Mais l'endroit est top, et franchement, pour finir une prépa et pour faire une course, pour l'ambiance, et je trouve que l'endroit il est super stylé, et chaque année je trouve ça de plus en plus cool. Connaître davantage d'endroits, il y a des cafés partout, des restos, des petits trucs qu'on aime bien, quoi. Et après ça, on est parti vraiment sur l'ouest du Texas. Je connaissais pas du tout El Paso. C'est assez ouf, la culture mexicaine avec la culture US. Super mélange, super safe. C'était un truc que j'avais regardé avant, parce que je me dis El Paso, c'est à côté de Ciudad Juárez. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer là-bas?
Mais en vrai, c'est tellement safe à n'importe quelle heure. Après, j'imagine qu'il y a des quartiers où ça l'est peut-être moins, mais c'est vraiment un sentiment que j'ai toujours là-bas. C'est très, très cool. Après, on est remonté vers Nouveau-Mexique, Albuquerque, Santa Fe. Pareil, des paysages hallucinants. Oklahoma City. Et après, ouais, on est redescendu vers Fort Worth, Dallas. Et après, voilà, l'avion de retour. Donc, une petite boucle. Mais la course, ce qui probablement va intéresser les gens un peu plus, c'était cool. C'était la meilleure finalement en 4 ans que j'ai fait en termes de résultats. Juste si on s'arrête sur le temps. J'ai été malade avant et dans les 10 derniers jours, en fait, ça a été dur. J'ai vraiment tout fait pour essayer de me remettre et je pensais que je m'étais bien remis. À un moment, j'avais de la fièvre, j'avais les yeux éclatés. Je pensais que c'était à la fois une allergie plus avoir chopé la mort, mais ça allait pas du tout. Ça, c'était entre 8 et 7 jours avant la course. Donc, j'ai essayé vraiment de lever le pied, me reposer au maximum. Ce qui finalement, je pense, en termes d'entraînement, j'aurais bien aimé, juste pour me rassurer, en avoir un petit peu plus, mais physiquement, je pense que ça n'a absolument eu aucun impact. Ce qui en fait confirme que en faire trop les 10, 7 derniers jours, ça ne sert absolument à rien, parce que vraiment j'ai levé le pied. À part rajouter de la fatigue, ouais. Totalement. Et c'est vrai que je suis arrivé le jour de la course, j'étais au top à ce niveau-là. Et je toussais énormément. Et en fait, je pensais vraiment que c'était passé, sauf que en fait, c'était pas passé ça. Et je m'en étais pas rendu compte parce que la semaine avant la course, je raconterai tout ça dans la vidéo aussi qui va sortir, mais la semaine avant la course, j'ai pas fait d'intensité. Et en fait, j'ai commencé à tousser quand il y a eu de l'intensité. Donc ça, c'était pas facile à gérer. Mais sinon, ouais, la course, franchement, elle était cool. Ça s'est bien passé. Il y avait un temps qui était vraiment propice pour une belle perf. C'était nuageux, il faisait pas trop chaud, il y avait pas énormément de vent. Le vent il s'est levé au fur et à mesure. Il y a eu de la pluie. Moi j'aime bien quand il y a de la pluie, ça rafraîchit. À un moment il y a eu de la grosse pluie, mais c'était vraiment super gérable et ça posait pas du tout de problème. Mais en 2 mots sur la natation, c'était pas ouf. J'ai fait 1h11, c'était sans combinaison. En fait, dès que je mettais du rythme, je commençais à tousser dans l'eau. C'était l'enfer. J'avais l'impression que j'allais crever. Et je sais pas ce qui s'est passé cette année. Genre, c'était la guerre dans l'eau. C'était compact. J'arrivais pas à trouver un truc où je nageais. Généralement, j'ai du mal à prendre des pieds devant parce que j'aime bien nager seul, en fait. J'aime pas vraiment cette peur. Je suis pareil que toi. Ouais, tu vois. La turbulence, moi j'ai du mal à nager. Ou peut-être qu'on a l'habitude de nager dans des piscines sans personne, mais nager dans la turbulence, je trouve pas mes marques. C'est pareil. Et je sais qu'en fait, je vais gagner du temps si je le fais, mais là, je trouve que je sais pas si c'est que tu sors de ta position, tu sais, du coup tu vas regarder, t'es plus, moi je suis plus, pas stressé, mais tu vois, je suis moins à l'aise. J'ai toujours en tête que je vais me prendre une tarte, les lunettes elles vont sauter, tu vois, un truc pas agréable. Ouais. Et du coup j'essaye toujours de m'éloigner, mais là putain, il y avait du monde partout, quoi. C'était relou, impossible de s'éloigner. Donc bon voilà, 1h11 sans combinaison, c'était vraiment pas ouf. Mais à chaque fois, ouais, dans l'eau, dès que j'essayais de mettre du rythme, je commençais à tousser et ça me faisait mal dans le ventre tellement ça allait chercher loin, quoi. À cracher des trucs atroces. J'ai donné à manger aux poissons là-bas. Enfin, c'était atroce. mais vraiment, voilà, content d'en sortir. Transition. Alors, le truc chelou maintenant, je sais pas si c'était pareil quand tu étais allé en Floride. Bon, t'avais pas pris le départ, mais du coup, tu sais, pour la T1, c'est qu'ils acceptent pas que tu mettes tes chaussures sur le vélo. C'était pareil pour toi? Chelou, hein. J'avais eu ça au Maryland et je me disais, bon, au Maryland, tu vois, c'est une course, c'est pas une des grosses courses. Je me disais, peut-être que voilà, ils ont peur que les gens, tu vois, ils veuillent faire des trucs fous et que ça soit le carnage. Au Texas, la densité, elle est quand même assez énorme. Mais là, pareil, j'ai dû enlever les chaussures. Donc, du coup, en T1, tu mets un temps fou. J'ai couru sans parce que c'était boueux et je les ai mis juste avant de monter sur le vélo.
parce que sinon, tu peux même pas mettre les cales, quoi. C'est dégueulasse en dessous. Donc, tu perds un petit peu de temps. Et le vélo, par contre, c'était l'un des vélos où j'ai les meilleures sensations. Ça s'est très, très, très bien passé. C'était en 4h33, je crois, de mémoire. Jusqu'à ce que je sorte de l'autoroute, en fait. Donc, c'est 2 allers. Enfin, je crois qu'il y a une trentaine de kilomètres. Après, il y a 2 allers-retours de 70 kilomètres sur l'autoroute et 10 kilomètres à la fin, un truc du genre. Jusqu'à ce que je sorte de l'autoroute, j'étais à 40 de moyenne, ultra content et sans vraiment être à bout, quoi. Donc, vraiment super content de la prépa. Et en fait, à la fin, quand tu sors, nécessairement, tu as plus de virages, tu n'as plus la force de relancer. Plus de relance à faire. Comme tu fais au début, parce qu'au début, même s'il y a les virages, tu relances, c'est pas grave, ça passe. À la fin, c'est plus la même. Et surtout, il avait plu et ça glissait forcément un petit peu plus. Et il y avait des énormes groupes sur l'autoroute. On va en parler un petit peu après de drafting. Si tu veux. Mais il y avait des oui, tu vas nous raconter une petite expérience. On va en parler. Mais il y avait des énormes groupes qui, en fait, au bout d'un moment, tu vois, ceux qui ont pas qui font juste ça pour drafter, ils vont quand même, tu vois, disparaître du groupe. À la fin, on termine, je crois qu'on était 4 personnes qui roulions, tu vois, normalement ensemble, arrivent là-dedans. Il y en avait un qui était parti devant et en fait le mec il s'est étalé dans un virage, ça c'est des virages à 90 degrés, tu connais là-bas, t'as des lignes blanches quand même un peu partout, alors je sais pas s'il a pris une ligne blanche ou s'il a juste trop tourné trop vite. Le mec il était pas bien sur le côté, donc moi j'ai vu ça, je me suis dit ok, c'est la douche froide. Tu veux pas que ça t'arrive, donc tu lèves vraiment le pied, du coup tu perds quand même 1 ou 2 minutes. Mais vraiment super vélo, très 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 content. Et le marathon, du coup, je pensais, tu vois, enfin vraiment j'étais bien. Sauf que pareil, dès que je voulais mettre un peu de rythme dès le début, en fait, le premier kilomètre, j'ai essayé de forcer pour voir si ça passait un peu le truc avec l'atout, mais ça repartait direct. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai juste pris un rythme. Voilà, c'était plus de l'EF confortable, que tu pouvais gérer jusqu'au bout, quoi. Et sans du coup devoir tousser en permanence, parce que en vrai c'était douloureux et c'était juste trop chiant, quoi. Donc c'est un marathon qui est pas ouf en 3,50 et quelques. Ou 3 mois, je sais pas, dans ces eaux-là. Au final, ça fait un peu moins, ça fait autour de 9,45, 9,48. Dans ces eaux-là, pas ouf, mais la meilleure quand même perf. Ça reste une course en fait où sur le papier tu te dis putain ça va être rapide et tout, mais en vrai le revêtement des routes il est pas rapide. Le parcours il est super usant, et puis voilà, quand tu as des trucs comme ça qui sont un peu indépendants des impondérables, ça rend l'expérience difficile, mais malgré tout ça quand même une super expérience, un super moment, et vraiment très 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 content. J'ai croisé des gens là-bas, vraiment cool, tu vois, bonne ambiance. Donc c'est franchement belle expérience. Tu me disais tout à l'heure, est-ce que tu veux revenir sur cette course-là, ou en tout cas me motiver pour l'année prochaine? Moi, je me rappelle, c'était mon premier full. J'avais explosé à la course à pied avec des crampes et tout ça. Mais le souvenir que j'en garde est exceptionnel, parce que l'ambiance, c'était comment ça s'appelle ce groupe, ce groupe de personnes dans la course à pied là. Les hippies Valley ou un truc comme ça. J'avais halluciné quand j'étais arrivé là en courant. Ça sort de ta course tellement c'est surprenant et tellement c'est agréable, quoi. Ça te sort de ton moment. Hippie les gens, l'organisation. Ouais. Bon, c'est vraiment une course que je recommanderais à tout le monde. Ouais. Bien que le vélo n'est pas aussi facile que ça, parce que le vélo, bien que ce soit de l'autoroute, quand il y a le camp, moi c'était une des années où il y a, c'est vrai que quasiment toutes les années il y a le vent qui se lève, mais cette année-là il y avait eu vent, tempête dès le début. Voilà, quand tu tapes 30 km d'autoroute à l'aller avec le vent face, c'est horrible. C'est dur. C'est vraiment horrible. Ouais. Mais ça reste une très très belle course. Et
C'est vrai que je vais y penser. Allez, verdict. Je vais y penser. Allez, on s'engage. Je vais sérieusement y penser. Regarde, il y a 10 jours. Il y a 10 jours, on voit ce qui se passe. Si tout se passe bien, de octobre à avril, c'est une bonne prépa. Donc, voilà, la réponse au prochain épisode. Ça marche. Un peu de suspense. Bon, la réponse au prochain épisode. Mais en tout cas, oui, j'ai bien envie de refaire cette course. Ouais, non, honnêtement, je pense que ça fait 4 fois que j'y vais, là, ça va faire 5 fois parce que j'ai pris mon dossard pour l'année prochaine. Du coup, c'est pas pour rien. C'est vraiment un endroit que je trouve ultra cool pour passer un moment comme ça. Et c'est une course qui, voilà, même si elle est difficile, au final, par rapport à ce qu'on pourrait s'imaginer d'une course plate, c'est pas. Il y a quand même 750 mètres de D+, parce qu'en fait, il y a énormément de ponts à passer. C'est pas non plus 200 mètres. C'est plat, quoi. Ouais. Mais et le vent, le revêtement qui est pas rapide, la chaleur qu'il peut y avoir, l'humidité. Donc c'est vraiment des conditions qui sont pas qui font pas que c'est une course facile, mais malgré ça, c'est une super expérience, comme tu dis. L'ambiance, elle est ouf, quoi. L'organisation, c'est assez exceptionnel. Et c'est vrai que quand tu compares avec des courses, voilà, tu vois, genre Panama City, le cadre il est top, c'est au bord de l'océan et tout, mais il n'y a pas l'ambiance que tu peux avoir sur le Maryland que j'ai fait. Alors là, pour le coup, il n'y avait pas d'ambiance du tout. C'était vraiment... t'as l'impression que c'était une course de village, super bien organisée, mais ça manque ce côté que tu retrouves au Texas, quoi. Donc, ouais. Et du coup, en transition, vu que malgré un super vélo, tu as eu un peu plus de temps sur la course pour regarder ce qu'il y avait autour, est-ce que tu as pu apprécier un peu la course des pros qui était juste exceptionnelle ? Ouais, la course des pros, elle était ouf. En fait, le regret, c'est ce que je disais avant de prendre le départ. J'étais avec un pote, Alex, avec qui on fait l'appli Altrium, qui a fait la course aussi, qui je dis bonjour d'ailleurs. On se disait, mais moi, ce que je disais, ce que je regrette, c'est de ne pas pouvoir la regarder, cette course-là, parce que ça va être un truc qui n'est pas possible. Chez les femmes et chez les hommes, c'était n'importe quoi. Et la course des pros, en fait, je crois que sur le premier tour, il y avait Solveig et qui m'avait doublé aussi deux, trois femmes, en fait, les 2-3 premières qui m'avaient doublé dans la forêt avant d'en venir vers le lac. Et c'était cool, tu vois, voilà, tu vois un petit peu de près comment ça se passe. Et un peu après, eux, ils finissaient. Moi, je finissais mon premier tour. Eux, ils finissaient leur course. T'as les mecs qui m'ont doublé. Et c'était assez ouf à voir. Donc, tu avais KB qui, voilà, il était déjà passé devant. Des allures impressionnantes. C'était dingue. Le mec qui était dans sa course, il était, c'est la machine, quoi. C'est impressionnant. Et derrière, t'avais Van Riel, t'avais Stearns aussi. Il y a Louis qui m'a doublé et c'était les seuls qui m'ont doublé parce qu'après, tu sais, ça se sépare à un moment pour aller vers l'arrivée. Ouais. Et toi, tu continues. Moi, je suis continué et j'ai juste eu Louis qui m'a doublé à ce moment-là. Mais ouais, c'est impressionnant et c'est aussi un des trucs que je trouve cool, même si au final voilà, tu vois, ça change rien à ta course, mais le fait dans ces courses-là d'avoir un field professionnel aussi par rapport, tu vois, à des courses où tu l'as pas, je trouve que et surtout de ce calibre-là où finalement ça pourrait être les championnats du monde, tu vois, il n'y a pas de différence en fait en termes de densité. Il y a peut-être un ou deux mecs qui n'étaient pas là, tu vois, t'avais pas Ditlev, t'avais pas Laidlaw, mais c'est tout, je crois. Il n'y avait pas grand monde qui... oui, et 90% des bons étaient là. Hein. C'est ça. Et déjà, tu les croises forcément sur le vélo, 2 fois, sur les 2 allers-retours. Ça va vite, ça envoie lourd. Et après, sur la course à pied, et c'est assez cool. C'est un petit plus que tu as sur ces courses-là. Mais ouais, j'aurais bien aimé. Je l'ai toujours pas fait parce que j'ai pas fait encore d'énormes séances. J'ai repris là depuis 2 semaines, mais assez cool pour l'instant. C'est juste de l'EF et je vais commencer à remettre un petit peu de volume et d'intensité pour Rot. Mais je voulais regarder justement la rediffusion parce que je pense que ça doit être quelque chose d'assez intéressant à regarder. Ouais.
En plus de tous les drames qui sont passés avec les crevaisons, les machins, Ce qui était dingue, c'était le niveau de crevaison. Ouais. Le niveau de crevaison était quand même incroyable. C'était assez surprenant. Et bien sûr, si on parle crevaison, on parle Christian quoi. Ouais. Le gars il crève sur l'autoroute, tu le vois ne pas arrêter de pédaler à je sais pas combien de kilomètres heure en demandant une roue. Il arrive à poser le vélo en top, même pas en dessous de top 10. Ouais. Et avec une minute et quelques ou à rien, quoi. Ouais, et c'est ça. Il y a sur ouais, c'est ça, je crois qu'il y avait entre le 0 et 1 minute 30 qui séparait le premier et le 1 minute 30 derrière, il y avait 15 personnes. Ouais, C'était dingue, c'était dingue. Et c'est là où les stratégies de course étaient assez intéressantes. Tu as le grand, l'allemand, je l'oublie à chaque fois, Jonas Schoenberg. Ouais. C'est ouf parce que le gars, bon alors, on va parler nous en tant qu'amateurs, il a des capacités de ouf. Ouais. Il part toujours, mais en fait c'est à fond. Il est tout le temps devant, il est tout le temps à fond et malheureusement il finit jamais devant. Ouais. Mais bon, il est plus jeune que les autres, il vient du cours, donc il y a beaucoup d'adaptation, on le voit, hein, mais une qualité exceptionnelle. Et c'est là où tu vois KB qui le mec prend son temps, se met dans son rythme. Bon, quand il tourne la casquette maintenant, ça, le gars il a donné le départ et il passe la seconde. Il s'arrête plus. C'est ça, il passe la seconde. Non, la course qui était intéressante à voir niveau pacing, c'était Casper Stone parce que il arrive dans ce groupe de tête aussi au même niveau devant Blumenfeld et tout. Et en fait sur le marathon, tu vois que le mec il met le frein un peu. Il laisse les autres partir à un rythme au-dessus. Jelly Beans, je pense qu'il s'est fait avoir par le propre rythme auquel il est parti, parce que Johannesburg il est parti lui aussi hyper rapide, et comme il a dit bon ben en fait voilà, il faut que les muscles s'habituent à un Ironman. Il a eu des crampes au 21-22, mais il est parti sur un rythme, je crois qu'il était en dessous de 3,30 sur les 10 premiers kilomètres. Ouais, c'était n'importe quoi. C'était dingue. C'était ouf, ouais. C'était dingue. Et Casper Stone qui a mis le frein un peu. Et en fait, au fur et à mesure des kilomètres, il a augmenté, comme il a fait un peu à Nice. Il a augmenté. Et le gars, il finit sur le podium. Alors qu'il était blessé, qu'il annonçait que, tu vois, bon, ils annoncent, mais il était blessé jusqu'à il y a pas longtemps. Donc les différentes stratégies de pacing sur lesquelles on peut se projeter pour essayer de faire un peu la même chose, je pense que c'est et comme ce qu'il a fait aussi Vincent Louis, c'est rester dans la retenue jusqu'au bout. C'est bien que tu as les jambes, mais il faut pas s'emballer, c'est tellement long. Faut pas s'emballer, quoi. Tu t'es entraîné à un pace, sois conservateur, arrive à ton pace, mais ne t'emballe pas parce que la longueur fait que tu vas prendre le mur. Si tu respectes pas, tu prends le mur. C'est obligatoire. Bah, c'était ce qu'il avait fait, KB, à Nice pour les championnats du monde Ironman l'année dernière, où en fait il avait suivi Iden qui avait une forme de fou et qui était parti fort, et en fait ça lui a niqué les jambes. Il n'avait pas suivi son propre pacing et de mémoire c'était l'une des raisons qu'il avait mis en avant aussi, parce qu'il disait moi le mec était bien, tu vois, et je crois que l'un des commentaires qu'il avait fait, c'est quand il pose le vélo, pour lui, il a gagné la course, en fait. Il a juste éclaté tout le monde. Et en fait, il s'est laissé, il voulait pas le laisser partir. L'autre, il est parti comme un ouf. Et il est sorti, du coup, de ce qu'il avait prévu de tenir. Alors que s'il l'avait laissé partir, ça aurait fait, je pense, comme Storms, où en fait, il l'aurait rattrapé après, quoi, tout simplement. C'était un bel exemple de t'en tenir, en fait, à ton pace, à ton plan de course, et ne pas te laisser influencer par... Et c'est marrant parce que pour rajouter à ce que tu dis, j'avais écouté sur Santa Tech un podcast à eux où ils débriefaient la course, et en fait Iden dit j'ai tenu le rythme élevé même par rapport à moi parce que c'était le seul moyen de pouvoir faire péter KB
pour s'assurer d'être devant lui à la fin de la course. Parce qu'en fait, il te dit, si t'arrives pas à lui mettre du jeu tout de suite, à la fin, c'est mort. Ouais. Et en fait, il faut le casser de son rythme. Et c'était marrant parce ils s'entraînent tout le temps ensemble. Ouais. Et le gars posait la question, il dit, mais comment vous pouvez vous entraîner tous les trois ensemble et justement avoir... Et il te dit, bon, bah, on s'entraîne tous les trois ensemble, mais le jour de la course, on est les uns contre les autres, même si on est des amis. Donc, on voulait faire top 3 ensemble, mais chacun voulait être premier. Ouais. Et on connaît tous les avantages, en tout cas les points forts et les points faibles des uns et des autres. Donc, et c'est ce qu'il mettait en avant. Il disait, c'est mon seul moyen, c'était de le fatiguer pour qu'il ne puisse pas avoir son propre rythme. Donc, c'était intentionnel. C'est ça qui est dingue. C'est du vice. C'était du vice. Non, mais c'est marrant parce que c'est l'un des côtés qui est cool aussi au Woodlands, c'est que tu peux t'entraîner pendant assez longtemps en fait avant la course avec pas mal de pros. Et là où j'allais nager, donc c'est un endroit qui s'appelle Villa Sport, qui est vraiment très très cool pour ça. Tous les matins, tu avais les Norvégiens qui nageaient à côté. Et après, il y a une boucle. Il n'y en a qu'une en fait parce que c'est pas ultra cool pour rouler là-bas quand même. Il y a beaucoup de trafic, mais il y a quand même une boucle si tu t'éloignes un petit peu que finalement tout le monde va faire parce que pour le coup elle est vraiment sympa. Où à chaque fois que j'y allais, je tombais sur les mecs ou alors ils étaient allés un peu avant ou un petit peu après et ils font finalement toujours les mêmes entraînements quasiment, en tout cas vélo et natation. Alors après, la séance est la même, plus ou moins, mais ça se fait au même moment. Et après, voilà, il peut y avoir des petites différences. En course à pied, je crois que toutes leurs séances en EF, ils les font quasiment ensemble. Après, ils ont des variations sur l'intensité où voilà, chacun va avoir ses préférences, mais c'est vrai qu'il y a cette connaissance qu'ils ont des forces et des faiblesses des uns et des autres qui, pour le coup, là, avait été un petit peu abusé par Eden. Mais c'est assez cool en fait. Et même, tu vois, le fait de les voir tout le temps avant et tout. Après, quand tu regardes, quand tu vois sur la course. Ça fait plaisir de voir le mec, tu vois, qui est là, qui gagne, quoi. C'est assez cool. C'est assez cool. C'est clair. Ouais. Donc, non, vraiment super expérience et course de pro de ouf. Solveig chez les femmes, pareil, qui éclate tout, très très solide. Taylor Knee, pareil aussi, très très forte, mais bon, elle a pas. Je pense qu'elle c'est juste une question de temps avant qu'elle gagne aussi nécessairement un Ironman. Et après, elle est espagnole, elle c'est ouf parce que le Texas, ça lui réussit bien. Elle est très très solide, Marta Sanchez, très très solide. Et mais ouais, la densité chez les hommes, elle était ouf. Chez les femmes, un petit peu moins. Il y a eu Beth Matthews qui a eu un problème, la crevaison, pareil. Ce qui était dingue, je sais pas si tu as suivi, c'est que c'est par rapport à ce que tu disais, tu vois que KB il a continué sans changer sa roue, alors que le mec avec les roues il était là. En fait, les roues qu'ils ont, les spare wheels, c'est de la merde. C'est vraiment, c'est dingue. C'est n'importe quoi. C'est dingue. Ouais. Et c'est là où tu te dis, en plus on est aux États-Unis, donc et surtout dans les Woodlands, c'est bien fourni. Il y a beaucoup de magasins. Tu te dis là, il y a pas un partenaire entre la course et tout qui, allez, on va pas dire pour les amateurs, mais pour les pros, qui au moins des roues aéro, c'est dingue parce que le gars il se retrouve avec un genre de 30 mm à l'avance en alu. Bon, ça lui a pas dérangé pour faire 42 ou 44 de moyenne encore, hein, le gars. Mais c'est quand même dingue. Et je crois que Kate Matthews, elle arrive pas à mettre la nouvelle roue dans. C'était pas adapté. Là, quand même, on se dit qu'il y a un problème au niveau de l'organisation à ce niveau-là. Ouais. Non, il y a un gros problème et je crois que c'était les rotors, ça devait être, je crois, 160, alors que le standard c'est 140 ou un truc, tu vois, où en fait ça n'a aucun sens parce qu'en fait cette roue-là, sauf si tu as un vélo d'il y a 50 ans, tu peux pas t'en servir. Et l'année dernière, quand j'avais explosé ma roue avant, quand je m'étais éclaté sur la partie vélo, le mec, alors j'ai eu de la chance parce qu'il est passé juste là avec toutes ses roues, il a pu me la changer.
C'était la roue, il m'avait dit, tiens, c'est la roue que KB, je lui avais mis à Oceanside quand il avait crevé. Et en fait, c'était une merde, cette roue, c'était terrible. Elle pesait, je pense, le poids du vélo entier, juste dans la roue. Je leur ai ramené après, tu vois, quand je l'ai démonté la roue, genre, tu sais, j'étais surpris du poids qu'elle avait. C'était n'importe quoi. Et je pense qu'il pourrait, pour les groupes d'âge, à la limite, tu vois, t'es content d'avoir une roue, c'est déjà très bien, tu vois. Mais par contre, pour les pros, il faut faire quelque chose. Je pense que c'est nécessaire. Et attends, et tu viens de dire un truc, ça me saute, je viens d'y penser en t'entendant. Le mec, il te dit, c'est la même roue que j'ai mis à KB à Oceanside. Ça veut dire qu'ils ont un bac de roues qu'ils amènent de course en course, et que c'est même pas, tu vois, ils pourraient louer des roues à des vélocistes sur place ou un truc comme ça. C'est dingue. Ça n'a pas de sens. Là, ça pour le coup, ça n'a pas de sens. Ouais, non, ça c'est clair. Mais bon, écoute, en tout cas, c'était comme ça. et c'est vrai que sur la route, tu voyais quand même sur la partie qui est vraiment l'autoroute, en fait. J'imagine qu'ils ont quand même nettoyé un petit peu, mais il y avait énormément encore de déchets sur la route, donc ça m'étonne pas qu'il y ait des crevaisons. Il y a des fois, j'ai roulé sur des bouts de fer, tu sais, tu entends un bruit, le truc qui saute, il touche une partie du cadre ou de la roue, je sais pas, tu regardes ce qui s'est passé, tu sais, t'es content quand voilà, ça continue à rouler normalement. Mais j'ai vu pareil énormément de gens qui avaient crevé, plein de chutes aussi, ça change pas, c'est vraiment un truc, c'est une constante au Texas, et quasiment au même endroit, allez, on va dire à 10 km, soit avant, soit après de là où je m'étais fait démonter l'année dernière. Et juste derrière moi, il y a 2 personnes qui se sont crashées. Alors là, les 2 ils sont tombés tous les 2 en tout cas. Et j'étais là, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Les 2 sont tombés, et ça va rappeler des sales souvenirs à l'espace de 3 minutes, quoi. Ouais. Bon. On va faire une petite transition en parlant de cette densité, parce que tu as eu un petit épisode sur Internet, sur les réseaux. On va parler à cause de la densité, et qui nous amènera sur une autre discussion après, mais je te laisse nous expliquer un peu ce qui s'est passé. Ouais, non, un mec qui normalement est plutôt sympa, avec qui j'avais déjà échangé, qui m'a envoyé un petit message du genre, il y avait une vidéo en fait, à un moment où tu voyais un groupe de personnes qui passaient, et c'est vrai que sur cette course-là, le fait déjà que la densité elle soit énorme, qu'il y ait pas mal de gens qui soient dans des temps, on va dire, entre 4,30 et 4,35, 4,40, plus le fait que ça soit un aller-retour x2, tout simplement, ça fait qu'il y a quand même des groupes qui ont tendance à se créer. Plus sur la première boucle, parce qu'après sur la deuxième, ça commence à se distendre, à s'écrémer, et tu as aussi ceux qui commencent leur première boucle qui viennent là-dedans, donc c'est moins facile pour que des groupes se créent, mais tu as nécessairement des groupes qui se créent. Et donc il y a ce mec-là qui m'envoie un message du genre ouais, j'ai une vidéo, qui a fait la course aussi, hein, et ouais, quand vous m'avez doublé et tout, t'étais bien au chaud dans un groupe, machin, d'ailleurs il y a une vidéo de toi où on voit bien ton vélo et tout, et le mec me balance la vidéo, celle que je t'ai envoyée là. et en fait, il dit ouais, c'est un peu décevant pour le fair play, machin et tout. Et je dis mais what the fuck, qu'est-ce que tu racontes? Déjà, je fais pas la course pour toi. En plus de ça, regarde la vidéo, parce qu'en fait sur la vidéo, déjà je suis sur la droite. Il y a tout un tas de personnes qui me dépassent, et j'étais assis et je me remettais sur les barres. Donc ça indique quand même que tu essayes de laisser passer, tu vois, un peu, et que tu t'es pas là à sucer les roues. T'es pas en train d'essayer de coller. C'est ça. Mais en fait, le truc, donc je me suis dit, bon, voilà, c'est encore un commentaire sympa de plus que tu peux recevoir, comme ça arrive. Je sais pas si c'était une mauvaise journée, ou c'est juste le fait que le temps n'était clairement pas le même qu'on a fait sur le vélo, et il fallait trouver une justification. Mais en tout cas, le problème de fond, je pense, sur cette course-là, c'est vraiment le drafting. Il y a quand même énormément de groupes qui se font. Et en fait,
qu'est-ce que tu fais quand tu veux être compétitif sur une course-là et que tu te retrouves dans un groupe? Soit parce que tu le rattrapes, soit parce qu'en fait, eux te rattrapent. En fait, tu as 2 options. Enfin, tu as 3 options. La première, c'est que tu t'insères dans ce groupe-là et en fait, il y a 4 options. Donc la première, tu t'insères dans ce groupe-là, tu te mets à drafter comme un porc et voilà, tu vois, tu profites du Au truc. petit bonheur, la chance, tu te fais catcher, oui ou non, et voilà. Voilà, c'est ça. Mais au final, je pense que c'est pas les gens qui sont compétitifs qui font ça. Souvent, c'est des gens qui vont réussir à tenir ça à un certain moment, ils vont lâcher. Et au final, à la fin du truc, c'est pas ceux que tu retrouves avec des temps de ouf. Soit, en fait, tu mets 400 ou 500 watts pendant 10 minutes, ce que moi, je suis pas capable de faire pour sortir de ce groupe-là. Et si tu arrives à le faire, après, tu as les jambes qui sont pliées de toute façon. Cramé. Et ta course, elle est défoncée. Soit tu laisses passer tout le monde. Mais en fait, parfois, le groupe est tellement gros que ça veut dire que tu perds quand même un certain temps. Et parfois, vu qu'il y a plusieurs groupes, ça veut dire que ça se cumule, quoi. C'est au bout d'un moment, tu perds 10 minutes au final sur ta course. Soit, en fait, tu continues ton effort. Tu n'en as rien à faire de ce qui se passe autour. Tu naturellement essaies de respecter dans la mesure de ce que tu peux faire, mais tu vas pas nécessairement, tu vois, lever le pied et... soit lever le pied, soit pousser beaucoup plus fort, parce qu'en fait, c'est un fait de course qui tu vois, qui n'était pas imputable. Et je trouve que c'est assez difficile à gérer ce genre de situation-là, parce que c'est pas toi qui l'as créé, tu t'y retrouves. Et en fait, toutes les solutions que tu pourrais mettre en place pour ça font que tu vas perdre beaucoup de temps. Soit parce que tu t'es éclaté en poussant trop fort pour pouvoir t'arracher, mais c'est juste au-delà de ce que tu peux faire, soit parce que tu as laissé passer tout le monde. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de solution. Et pour en revenir, tu vois, à ce genre de commentaires, déjà, il faut connaître un peu le background et pas juste, tu vois, voilà, les 10 secondes de la vidéo où tu dis ça. En plus de ça, déjà, je fais pas la course pour d'autres personnes. Donc, même, tu vois, si quand tu publies du contenu, les gens, quand même, ont tendance à penser qu'ils peuvent donner un avis. En fait, l'avis, il n'a pas été sollicité et on s'en fout un peu, quoi. Et au-delà de ça, sois compétitif au même niveau et après, on en parle si tu veux, quoi. Mais je trouve que c'est un peu déplacé, mais sur le problème de fond, en tout cas, il a raison. Il y a effectivement du drafting sur cette course-là, et je crois que, enfin, c'est ce qu'on disait sur le Race Rangers, que ce que tu avais vu, c'est que visiblement pour les en 2027, ouais, ils sont en train de ils vont tester la première course en 2027 pour qu'il soit accessible à tous les amateurs. Avec une facilité, un QR code. Et l'idée aussi, c'est que tu peux, la famille, en tout cas les amis, pourront même suivre en live la course parce que tout sera connecté. Donc oui, c'est une bonne chose. Mais comme on se disait tout à l'heure en off avant de commencer, il y a un problème de densité. Sur cette course-là, c'est un aller-retour de boucle. Je crois que Texas, c'est plus de 3000 personnes. Ouais, c'est énorme. C'est une des courses où il y a le plus de densité. Si on doit respecter les 12 mètres au nombre de personnes où tout le monde est sur l'autoroute, bon, je suis pas amateur, mais on pourrait faire les calculs. Je pense pas qu'on rentre tous. Donc, au bout d'un moment, et on le voit sur toutes les courses, ça se généralise de plus en plus sur les courses Ironman. On est tous d'accord avec ce constat. Il y a du drafting, il y a des gens qui jouent pas le jeu, qui sont pas sport, mais on peut pas résumer, comme tu dis, 10 secondes de vidéo à l'entièreté de la course. On s'est tous retrouvés un moment dans un groupe, on s'est tous retrouvés un moment à être dans le cul de quelqu'un et ralentir un peu ou se dire, surtout quand on a déjà 120 km dans les pattes, dire, je vais pas ralentir, je vais pas casser mon effort. Ça va se diluer dans 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, parce qu'ils vont continuer leur effort et je vais garder mon rythme. Ouais. Mais il faut arrêter de juger. C'est facile de juger sur Internet. C'est facile. Donc, comme tu dis, peut-être le mec il y a un peu de jalousie, il y a un peu de. Et quand on sort de la course, on n'est pas content, on voit d'autres temps, et du coup, ça ramène certaines pensées. Mais il faut pas généraliser. Il faut pas généraliser ça. C'est facile de faire un mauvais comment derrière un écran. Et la densité, elle est là partout. Et c'est un problème chez Ironman parce qu'ils veulent beaucoup de monde.
les parcours ne s'y prêtent pas. Non, c'est tout clair. simplement. Et ça changera pas. Non, c'est clair. Mais après, tu vois, même chez les pros, en fait, le Race Ranger, je trouve que c'est très bien chez les pros parce que, en fait, on a un nombre de personnes qui permet, en fait, quand même, tu vois, de gérer l'espacement. Sur une course comme ça, en groupe d'âge, c'est ce que tu dis, il y a 3000 personnes, les mecs, tu dois les séparer de 12 mètres. Imagine un groupe de, je dis n'importe quoi, 50 personnes, 60 personnes, 70 personnes qui, dans la première partie de la course, ont les jambes fraîches, peuvent rouler à une distance de 12 mètres. Ce que ça veut dire, c'est que toi, si tu veux doubler ces mecs-là, tu seras un peu plus tard dans la natation, tu arrives derrière le dernier de cette queue de 70 personnes qui roulent, tu vois, à la distance réglementaire. Si tu veux les doubler, ça veut dire que tu as 20 secondes pour doubler chaque mec. Tu peux pas slot, tu vois, entre deux personnes parce que c'est en fait interdit normalement, parce que tu ne respectes plus la distance. Donc, comment est-ce que tu gères ça aussi, tu vois? Parce que fournir un effort Impossible. pour doubler ce genre de personnes, enfin de groupe-là. Donc, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont le calibrer, le Race Ranger, parce que il y a des situations où en fait ça fonctionne juste pas. Et cette situation typique où tu as voilà, une énorme enfilade de personnes qui roulent à la distance légale et que toi, tu veux doubler parce que voilà, tu as les jambes et que tu estimes que tu peux aller plus vite. Je ne sais pas comment ça peut être géré dans des groupes d'âge. C'est difficile. Impossible. C'est très difficile. La densité est trop grosse. C'est pour moi, la densité elle est trop grosse. Les parcours, à la rigueur, quand tu as une boucle, c'est peut-être jouable, mais quand tu n'as pas qu'une boucle, pour moi, c'est impossible à gérer. Ouais, oui, non, parce qu'après, ouais, avec ceux qui sont un tour de retard qui se rajoutent, ça devient très 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 difficile. Ça devient super dur. Donc sur les 2 T100 que j'avais fait à Dubaï et au Qatar, en plus sur ce format-là où tu es en ville, bon, ben tu es obligé, alors drafter, on s'entend, il y a des personnes qui vont vraiment drafter, mais il y a des moments où tu te retrouves dans des groupes parce que tu dois doubler, tu dois te remettre à gauche, tu profites Sûr. un peu d'inspiration. Mais il faut sortir du moment T pendant les 10 secondes où tu vas être dans un groupe, tu vas profiter de l'inspiration, sortir et rester derrière des gens au chaud Ouais. pendant 15, 20 km, 30 km. Ouais. On peut pas appeler les deux choses drafter. Mais plus il y aura de tours, plus le nombre de boucles sera petit en termes de kilomètres, et avec une densité, c'est mathématiquement impossible qu'on ne parle pas de draft et qu'on ne parle pas de groupe. Donc bon, voilà. Mais c'est un sujet sans fin. Ouais, non, c'est clair. Je pense que tu as raison. Moi, il n'y a aucune course que j'ai fait où, à un moment donné ou à un autre, je me suis pas retrouvé dans une situation où, en fait, si tu as un arbitre qui passe, il va te dire, voilà, tu vois, si le mec, il regarde pas un peu la dynamique de ce qui est en train de se passer, il regarde juste la distance. Et c'était comme ça m'était arrivé en Australie. Le mec, il met des cartons à tout le monde parce que parfois, c'est. Tu te retrouves dans cette situation-là, tu la cherches pas et tu cherches pas à la maintenir, mais tu veux pas non plus saboter ta course et donc du coup, voilà quoi, c'est un truc qui est difficile à gérer. Et comme tu dis, je pense que le problème c'est le nombre de personnes. C'est pas, je vois pas comment en fait le truc Race Ranger peut solutionner ça, sauf à ce qu'ils disent, ok, au-delà de je sais pas, X minutes peut-être de drafting, on va commencer à sanctionner les gens, mais après la course, du coup, pas pendant la course, parce que ça va être difficile aussi. Ça va être difficile. Ou quand tu arrives à une penalty box ou quand tu déposes ton vélo, on te dit, ben en fait, numéro tant, il faudrait à la rigueur des panneaux, des panneaux numériques. Tu vas comme dans les aéroports et te dit, monsieur, vous avez tant de minutes de pénalité. Parce Ça que là pourrait être aussi, pas mal. si on prend le Texas, il y a 3000 personnes. Comment tu gères 3000 personnes? Non, il n'y a pas assez d'arbitres pour. Non, ça c'est sûr, c'est sûr. Et du drafting, il y en aura. Si jamais ils utilisent ça là-bas, je veux dire, le truc qui va clignoter rouge tout le temps, quoi. Ça va. Tout le temps. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est clair que il faut des améliorations. Je pense qu'après, on est chacun avec soi-même, on est chacun avec sa mentalité. Il y a des gens qui ont cette mentalité-là, il y a d'autres qui n'ont pas cette mentalité-là, mais on peut pas incomber à tout le monde
sur 10 secondes d'une vidéo qu'on a drafté ou pas drafté. Et de Non, toute c'est clair. façon, ça se voit aussi sur, toi, tu es bien présent sur les réseaux sociaux, les gens le voient sur tes courses. Il faut regarder le profil de la personne, toutes les courses, et c'est là où on voit si c'est une personne qui a l'habitude de drafter ou pas drafter aussi. Ouais, Bon. dis pas ça parce que le mec il va dire après que finalement en fait j'ai drafté sur toutes les courses pour Ouais, alors là c'est des gens qui sont vraiment tordus. Là, c'est des cas comme ça, on peut rien y faire. On peut rien y faire. Mais bon, allez, autre sujet, t'as vu le post pour le nouveau Canyon? Ouais, on C'est pas l'attend. mal ça. On l'attend Hein? de tout ferme là. Ça va être intéressant. Je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Peut-être pour le Tour de France, peut-être pour le Giro, peut-être autour Roth de normalement, parce que Roth, Roth. Roth est très, c'est le fief quand même là-bas. Ouais, Il a un stand canyon énorme. ouais. Roth serait un bon endroit pour faire la présentation au moins. Ça serait pas mal. Je pense quasiment à 100% que les pros qui sont sur Canyon l'auront pour Kona. Ça m'étonnerait que ce soit pas le cas. Ça serait pas étonnant du tout. Mais ouais, il a l'air quand même assez cool. Il a l'air de suivre en fait ce qui se fait maintenant. Ça reste relativement carré, angulaire comme Canyon aime faire, avec une fourche avant qui est assez élargie, un petit peu comme le Factor, un peu comme c'était le Coup Cycle, mais dans l'esprit, c'est pas vraiment la même forme, mais des fourches bien larges, et ça c'est plutôt cool. Comme le Giant aussi d'ailleurs, c'est vraiment, Ouais. on profite de ça. Et ce que ça voudra dire aussi, c'est qu'on pourra mettre des pneus. Alors je sais pas si c'est forcément pertinent sur triathlon, mais je crois que sur le Canyon actuel, on peut monter jusqu'à 28. Je crois pas qu'on puisse mettre 30 devant, ça doit pas passer. Mais sur le nouveau, J'ai pas essayé. ouais, Visiblement, on pourra, ouais. on pourra. Donc après, il faut voir si le frottement et la rolling resistance, ça vaut la peine d'avoir 30 par rapport à 28. Mais Je pense que ça va beaucoup dépendre de l'état des routes. Sur des routes hyper clean et tout, peut-être ce sera pas assez intéressant, mais sur des routes un peu où le bitume est pas top. L'Afrique du Sud, Lanzarote aussi un peu. Bien ils ont refait les routes, mais tous ces circuits-là où il y a pas mal de vibrations. ouais. En tout cas, je sais pas en termes de est-ce que ça va être mieux en termes de roulement et de résistance, mais en termes de confort et de vibration, c'est sûr qu'il y aura un gros gain. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ah, toi, tu mets combien sur ton vélo, là, à l'avant et à l'arrière? 28. 28, ouais. Bah, pareil. Moi, depuis que je suis passé, avant, j'avais 25 devant, 28 derrière. Mais déjà, quand je suis passé de 25 à 28 à l'arrière, énorme différence. Et mettre 28 à l'avant, un confort, ça n'a Ouais. rien à voir. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Donc, ouais, Et non. je voulais essayer, j'ai une paire de 30 et maintenant qu'on en parle, j'y pensais il y a quelques jours, essayer de mettre la 30 derrière pour voir justement si ça passe, parce qu'en termes de confort, c'est quand même plus agréable. Les routes là-bas, il y a quand même un peu d'abrasité et tout ça. Ouais. Donc ça peut être, ça peut être plus confortable. Ouais. Après, je sais pas si les Cadex, elles sont faites pour accueillir des 30. Je sais pas si ça se limite pas à 28. Et c'est ça que je dois aller regarder. Mais Ouais, ouais. je pense que en fait, je pense qu'on peut mettre la 30, mais comme ils disent, pour que ce soit plus optimal, il faut laisser 1 millimètre de moins. Donc en fait, 30, Ouais. c'est le max. C'est le max, ouais. Et tu laisses pas le millimètre de moins. Donc il Ouais, faudrait un ouais. 29, mais bon, il n'y a pas de 29. Donc mais j'ai pensé à ça et il faut que j'aille vérifier, ouais. En tout cas, sur le nouveau, ça, c'est même à l'arrière, ça sera possible, je pense, parce que je pense que les haubans derrière, ils sont bien larges. On a l'impression aussi que tout ce qui est support de tige de selle, et il y a un truc qui a été fait à ce niveau-là. C'est difficile Ouais. à voir avec la photo, l'espèce de camouflage qu'ils ont mis. Et je pense qu'il doit y avoir tout un tas d'autres trucs qui normalement a été changé. Il y aura probablement une version time trial, une version triathlon. Ça, c'est avec plus d'intégration et
CI, on s'en fout un peu finalement. On va pas se mentir. Ouais, bah parce que maintenant, l'UCI, c'est à peu près la même chose que pour pour le triathlon. Hein. Ils font à Ouais. peu près, ils font à peu près la même chose. Ce que j'ai, attends, je me suis perdu parce que je voulais dire un truc. Euh... Merde. Ça m'est sorti de la tête. Ça va te revenir, ça va te revenir. Voilà, la différence que j'avais vue, c'était aussi au niveau des barres devant où on n'avait plus une seule colonne. Je crois qu'il y en a deux. Ça revient un peu à ce qui Exact. se faisait avant. Ça, je suis peut-être moins fan. Je trouve que c'est surtout quand tu voyages pas mal, c'est tellement simple d'en avoir qu'une seule. C'est quand même, t'as deux vis et c'est tout quoi. C'est pas mal. C'est pas mal. Et c'est pour ça que la photo que tu m'as envoyée, je pense vraiment que c'est la version time trial qui était. Parce que sur la première version du TT, et même, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Parce que le time trial, ils en ont refait un il n'y a pas longtemps. Oui, qui est sorti exact. en 2023 et tout, quelque chose comme ça. Celui pour Et la piste, non? il est tout. Ouais, exactement, Ouais. pour la piste. Ils sont toujours avec les deux barres devant. D'accord. Et c'est ce qui me fait dire qu'en tout cas, ça, c'est peut-être. Il y aura sûrement la version, la version triathlon. Mais je ne vois pas Canyon repartir sur le deux barres devant, sachant que c'est un des points forts qu'ils ont, leur simplicité de système. Ouais, Et ils ont sorti leurs spacers, leur kit et tout ça, et revenir faire un changement global de ça, j'ai du mal à le croire. Ouais, et puis En tout cas, ça nous embête très bien. Ouais, non, c'est clair, ça serait relou, quoi. C'est clair. Et surtout, tout le travail qu'ils ont fait aussi avec le cockpit, qui est fait pour juste une colonne comme ça et pas de support. Ça serait un peu un retour en arrière, mais en tout cas, ouais, trop hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas quand est-ce qu'il va être dispo, mais ça va être encore autre chose. J'imagine déjà que la demande, il va falloir vraiment, ça va être peut-être plus dur que avoir le slot pour Rot. Ça va partir en. Il va falloir être devant son ordi lundi à partir de 3h du matin pour essayer de rafraîchir la page et cliquer en premier. Ah non, ça va être clair, ça va être dur, mais ouais, normalement, avant la fin de l'année, il devrait y avoir ça. Et moi, je sais qu'en 2022, le nouveau, le bloc que j'ai, je l'avais pris. Ça devait être en février, peut-être janvier, février, un truc comme ça, ou décembre, mais c'était pas le premier batch en fait qui avait été mis commercialisé en fin 2021. C'était vraiment le modèle 2022, et du coup, je pense que là, ça sera pareil. Et même les couleurs, généralement, c'était pas la même. Il y avait un bleu, mais c'était les écritures blanches. Et après, ils avaient changé quelques petits ajustements pour corriger peut-être les premiers retours de la première version. Ouais. Donc, c'est pas plus mal d'attendre quand même un petit peu, quoi. On est d'accord. Ouais, on est d'accord. Bon, après, ils avaient déjà fait un effort sur le poids sur le nouveau CFR. Est-ce qu'ils vont réussir à faire un effort sur le poids? C'est le plus gros point de Canyon quand même. Ouais. Quand le poids du Canyon est quand même un peu plus élevé que les autres. Bon, on sait très bien que, on l'a dit tout à l'heure en début de vidéo, ça ramène une certaine stabilité, un certain équilibre que peut-être les autres vélos n'ont pas. Mais c'est quand même un des points les moins évidents quand on va faire un peu de vallonné ou de dénivelé. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est le truc que j'aimerais vraiment, ça serait qu'ils vendent le cadre à part, histoire de pouvoir vraiment faire ce que toi tu veux et utiliser tes propres composants. Parce qu'en vrai, les roues qui vendent avec, j'en veux pas, la selle, j'en veux pas. Y a tout un tas de trucs qui m'intéressent pas en fait. Et si je pouvais juste choper le cadre comme d'autres marques font, tu te montes le truc et là tu te fais une machine de guerre d'office, quoi. Ce serait magique. Ce serait magique. Et vu que tu parles de ça, bon, Canyon, c'est vrai que Canyon a un certain prix, mais il reste beaucoup moins cher que tous les autres vélos du marché. Il y a quand même une sacrée différence, et bon, je trouve ça pas normal parce que l'après-Covid a encore eu un boom au niveau des prix. Mais quand on va voir un S-Work, quand on va voir un Trek, quand on va voir certaines machines, le vélo il commence à 15 000, 16 000 boules. Et sachant que les aérobars qu'ils mettent, on sait très bien qu'on va les changer, sachant que il y aura des optimisations à faire en plus.
les prix des vélos ont déconné. Et c'est une des choses sur lesquelles aussi ce qui m'a permis de penser de pouvoir essayer de changer, c'est que Giant sont au prix du Canyon. Ouais. Mais je trouve que les autres vélos sont les prix sont devenus indécents. Et indécents et pas justifiés. Et sachant que on te vend un vélo sur lequel tu vas faire des changements dessus. Ouais. Ça fait mal. Ça Ouais, fait vraiment mal. Ouais, non, je suis d'accord, mais j'ai l'impression que c'est la tendance, parce que même maintenant, tu regardes, à l'époque, tu vois, les Unico, on trouvait que c'était cher, ça faisait entre 3000, 3500 balles, vraiment le truc moulé à ta propre forme d'avant-bras, ta propre position. Quand tu regardes maintenant des barres, tu as des Sync, tu as ce que tu m'avais dit d'ailleurs, les Drag to Zero qui sont assez cool. Hein. Tu regardes ça, c'est pas donné du tout. Les Sync, elles sont au même prix, elles sont à 3000 balles en fait, alors que c'est pas des trucs qui sont custom. Tu regardes les Aerogain, ce que tu avais pris aussi, tu sais, comme cockpit, c'est super cher et tu as différentes gammes. C'est super cher. Et finalement, bah, tu te dis, pour un truc qui est full custom, ça c'est devenu en fait dans la pas parce qu'ils ont baissé leur prix, mais c'est juste parce que les autres ils ont tellement augmenté que c'est devenu finalement dans un prix raisonnable par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et je pense que c'est pareil pour les roues. Les scopes, elles m'intéressent bien. Si je passais sur des rayons, et visiblement c'est celles qui sont quand même ultra rapides en ce moment. Les Princeton, si je restais sur des bâtons, je crois qu'elles sont vraiment pas mal aussi. Et les prix, c'est du délire, en fait, pour des roues, quoi, que tu peux éclater à tout moment. Ouais, à tout moment, quoi. Est-ce que ça vaut la peine? C'est probablement dans un environnement ultra contrôlé et tout, tu peux gagner quelques trucs, mais est-ce qu'en vrai, nous, on va en tirer quelque chose en plus par rapport à des Cadex qui sont déjà top, mais quand même vachement cher, mais quand même vachement moins cher. Ouais. Et en fait, on disait ça parce que on parlait tu te disais, bon, c'est vrai que quand on a déjà tout investi sur un vélo, quand on va acheter un deuxième vélo, acheter le cadre, c'est magnifique parce que tu as ton nouveau cadre et tu bascules tous tes équipements et c'est génial. Mais c'est vrai que Canyon, malgré un prix élevé, ça reste les composants premium du marché quand même. C'est la selle, elle est premium, les roues, c'est les 858. C'est des très belles roues. On reste quand même sur un vélo à notre niveau. On est allé sur d'autres optimisations, mais celui-là qui s'achète ce vélo-là et qui ne pense pas à investir plus, un vélo déjà qui est très 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 bien fourni sur lequel il peut faire des temps de dingue, mais qui n'est pas le cas quand on va acheter un Trek, parce que quand on va acheter un Trek, et on lui met les full composants, les aérobars, elles sont... La merde. Il y a pas l'hydratation. Non, mais il y a pas l'hydratation. Il y a pas l'hydratation pour mettre les bouteilles au milieu. Il y a rien quoi. On sait très bien qu'on doit rajouter un budget. Et le vélo, il est 3000 boules plus cher. Donc c'est dommage. Ouais. En vrai, finalement, ça va être normalisé parce que le Canyon, forcément, il sera un peu plus cher encore que le CFR actuellement. Et c'est comme quand tu regardes les chaussures maintenant pour courir, une paire, celle qu'on utilise, tu vois, pour les courses, c'est 300 balles en fait. Il y a quelques ça c'est années, normalisé. 290, 300 balles, ouais. C'est normal. Et si tu veux une paire de chaussures solides avec une plaque, une mousse de fou, quelque chose de super léger, tu n'attends pas à la payer 200 balles. Alors que 300 balles, c'est déjà le délire pour une paire de chaussures que tu vas cramer en 150 km. La période pendant laquelle tu en tires vraiment le maximum, quoi. Tu peux l'utiliser après beaucoup plus de kilomètres, mais c'est déjà du délire. Et je pense que c'est la tendance, malheureusement. Mais ouais, hâte de voir ce nouveau Canyon. Et ça nous emmène sur un autre truc dont je voulais parler. Encore un petit peu de temps. On a bien parlé, mais un truc, si on a encore un peu de temps, que j'ai testé le week-end dernier, c'était les pointes sur la piste. Je sais pas si toi, tu as déjà fait ça. Je n'ai jamais essayé. Et je sais pas pourquoi. Je me suis même pas pensé à essayer parce que bon, je fais très très peu de pistes. Mais j'ai hâte d'écouter ton retour. Là, écoute, depuis que je suis en Andorre,
J'ai une piste à côté de la maison. C'est vraiment c'est à 200 mètres, donc j'en profite. C'est vraiment pas mal. Et j'avais acheté il y a 2 ans une paire de pointes comme ça que je voulais essayer. Et en fait, flemme. J'ai jamais vraiment poussé le truc. Et je me suis dit bon, c'est plus pour me faire plaisir que truc. Avec les côtes pétées l'année dernière, j'avais d'autres priorités. Et là, en fait, j'avais entendu un podcast avec KB où le mec il disait voilà, moi toutes les semaines je fais je sais pas quoi, la piste et tout. Je me suis dit putain, mais c'est vrai que j'ai ça, je vais aller essayer quoi. Et j'ai fait un échauffement 7 km progressif, un peu de tout, un peu de tempo, enfin pas mal de F, histoire de chauffer un petit peu la machine. Et après, j'ai fait un 10 fois 400 mètres. Entre, on va dire, une 20 et une 25, une 26, et repos 1 minute pour voir un petit peu ce que ça faisait. Et franchement, c'est assez ouf. C'est assez ouf. Enfin, pour on va dire une 30, on est sur du 16 km/h, grosso modo. Une 20, on est sur du 18. Et ça passe tellement mieux qu'avec des chaussures normales, même avec des carbones. C'est un truc de fou. Alors, je sais pas si elle est assez solide. C'est quoi, c'est l'accroche ou c'est le retour? C'est quoi? C'est le fait que ça accroche comme c'est quoi ton ressenti? Le ressenti, déjà, moi, je cours vraiment sur l'avant du pied de manière générale. Donc, à ce niveau-là, ça m'a pas changé. Mais sur ces chaussures-là, il y a pas d'arrière, en fait. Il y a pas vraiment de semelle à l'arrière. Il y a une partie en plastique à l'avant là où tu vas visser les pointes. Et elle est bien rigide à ce niveau-là. Et la chaussure, elle est bien rigide de manière générale. Il y a un bon amorti, mais qui reste quand même assez minimaliste finalement. Et elle pèse absolument rien, cette chaussure-là. Ça pèse rien du tout. Et du coup, ça part très vite. C'est assez particulier parce que vraiment, il y a un contact que sur l'avant du pied. Et tu vois, dans les virages, c'est assez marrant parce que vraiment, ça ne bouge pas. Ça accroche au sol. C'est assez ouf. Et je sais pas si c'est moi qui étais vraiment genre ultra chaud parce que je testais un nouveau truc et du coup t'as poussé comme un ouf. 4 fois la motivation, mais en vrai, tu vois, les 10 ils sont passés comme il fallait. Pas facile, j'en ai chié quoi, mais c'est passé. Je suis pas sûr que ça serait passé avec des carbones à ce pace là parce que je me souviens même pas la dernière fois que j'avais fait des trucs comme ça à cette vitesse là. Et en vrai, super sensation. Par contre, là, je l'ai fait dimanche, on enregistre et c'est mercredi. J'ai encore des courbatures au mollet comme si j'avais fait un marathon en fait. C'est ultra violent. Il y avait un mec qui m'avait écrit, il m'avait dit ouais, tu vas voir les mollets, ça te les défonce. Et en fait, il avait raison parce que effectivement. Putain, descendre les escaliers encore ce matin, j'étais là, c'est pas possible, ça passe pas quoi. Et c'était juste 4 km en vrai, tu vois, en fractionné. Mais ouais, vraiment super sensation. Et je pense que pour travailler comme ça, il y a un côté un peu ludique déjà aussi. Forcément, ça change de ce qu'on fait d'habitude. Et je pense que c'est un truc que je vais garder, pas forcément avec des 400 mètres, peut-être mettre un 800 mètres, un 1000 mètres, sur des intervalles, pas vraiment des trucs longs. Ouais. Mais je pense qu'en termes de renfo, j'ai l'impression que c'est comme si tu faisais des séances en côte, c'est n'importe quoi. Et ça te permet de travailler en fait des intensités dans un cadre un peu différent. Et franchement, j'ai trouvé ça super agréable. Et ça fait passer la séance sur la piste qui, normalement, on va pas se mentir, c'est quand même un peu relou, tourner en rond comme ça. Même en ayant l'habitude être assez résilient sur le home trainer et tout, sur la piste, là, c'est un peu chelou, quoi. Mais là, ça passe bien. Franchement, moi, je te dis qu'il faut que tu l'essayes, quoi. C'est vraiment cool. Et tu penses que de par le fait qu'il n'y ait pas de talons, ou de mousse au talon, ça t'oblige à améliorer ta technique de pied, ou peut-être d'arriver plus médio-pied, mais en tout cas, tu dois, à mon avis, si tu as l'habitude d'attaquer talon, tu vas faire une ou deux fois l'erreur, tu vas t'exploser le talon et tu vas changer ta façon de courir. Donc toi, tu le vois aussi d'un point de vue technique, c'est un entraînement intéressant pour un peu essayer d'améliorer sa technique par rapport à ça. Ouais, je pense, en fait,
t'es quasiment obligé en fait de vraiment, tu vois, attaquer sur à minima à plat, donc médio-pied, ou vraiment sur l'avant. Moi, généralement, j'attaque vraiment quand même davantage sur l'avant que même à plat et pas du tout sur l'arrière. C'est pas nécessairement mieux ni quoi que ce soit, c'est juste voilà la foulée que j'ai et Que tu as. ouais et du coup ça m'a pas vraiment changé et je pensais que ça me tirerait moins après du fait que la foulée elle a pas fondamentalement été changée, mais ça te pousse quand même à vraiment être sur l'avant du pied là. Donc D'accord. je trouve que le geste en fait, tu vas avoir davantage d'amplitude, tu vas vraiment comme quand tu fais de l'athlé, ce type de distance, tu vas vraiment, tu vois, derrière ramener ta jambe plus haut, tu vas aller chercher plus loin devant. Ça te fait travailler un petit peu ça, et ne serait-ce que le fait que t'aies des pointes en dessous et ça accroche, tu vas pas traîner tes pieds, quoi. T'es quand même, tu vois, obligé d'avoir un mouvement qui est un peu plus aérien. Et c'est vrai que par principe, moi, j'ai pas nécessairement, surtout quand voilà, tu t'entraînes pour un Ironman, le tempo que tu fais, c'est pas non plus ce genre de rythme-là du tout. C'est quoi. clair. Et donc du coup là, c'était un bon exercice, et je pense que ça peut vraiment rajouter quelque chose pour une prépa. Ça te rajoute. Alors clairement en 73, je pense que ça doit être assez cool d'insérer ça de manière régulière. Et je pense que même pour un full, ça peut aider à voilà quand même conserver un petit peu de vitesse et pas juste être un vieux diesel comme je le suis qui en course pour les bonnes courses va plafonner à 4,30 de moyenne, quoi. Donc, ça va changer, ça va changer. Ouais. En tout cas, oui, je vais essayer. Je te ferai un petit retour, mais je vais essayer. Ouais, non, clairement, il faut faire ça. Mais écoute, sinon pour moi c'était à peu près tout. Je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. J'espère sujets, ouais. J'espère que ça. Les gens vont apprécier. Ouais, on s'est lâché un peu sur le temps, mais on a vraiment parlé de nos expériences et de nos ressentis à chaque fois. Ouais, c'est clair. Non, franchement, c'était cool. Dites-nous, faites-nous des commentaires si jamais ça vous plaît, ce genre de podcast-là, et surtout, voilà, quand on parle de choses qui sont plus des trucs qui nous arrivent finalement, des choses qu'on a fait, des expériences qu'on a eues entre les podcasts. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message à Seb ou à moi si jamais il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde. Mais Seb, en tout cas, c'était cool de te parler. Donc toi, les 10 prochains jours, full focus Lanzarote. Full focus. Et de toute façon, comme dans 15 jours, on fait notre prochain podcast, on pourra débattre de ce qui s'est passé. C'est clair. Écoute, force à toi, et on va suivre ça de près, et surtout le slot, il faut pas le laisser passer. Donc on va pas le laisser passer. On va tout faire pour. Ça marche. Bon, merci à tout le monde de nous avoir écoutés jusque là. Merci beaucoup Seb, et on se reparle très vite. Merci à tous. À très vite. Ciao. Merci à tous ceux qui sont encore là d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Sans Limite jusqu'au bout. Abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à le partager, mais surtout, merci de mettre une note 5 étoiles avec un super commentaire pour aider à référencer le podcast, lui donner de la visibilité et nous motiver à continuer. Allez, à très vite.